Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. Alors, nous étions-nous trompés sur la crise de l'euro? Faut-il de la croissance, de la dette, de l'austérité? Est-ce que c'est le Sud contre le Nord? La Grèce ou les Grecs sont-ils coupables? Ne faudrait-il pas repartir de l'autre côté de l'Atlantique, là où tout a commencé, cette fameuse crise? C'est ce que nous allons voir avec notre invité, Mireille Saki, par téléphone en direct de Suisse pour son dernier ouvrage, La fin du dollar. Comment le billet vert est devenu la plus grande bulle spéculative de l'histoire, et c'est aux éditions Favre. Alors bien sûr, pour présenter cette émission ce soir, je suis accompagné de Philippe Christel qui ne devrait pas tarder et de Lucien Valdès. Bonsoir Lucien, vous allez bien? Bonsoir. Vous aussi, vous êtes prêt à affronter le dollar et voir qu'en fin de compte, l'euro n'a strictement rien à voir dans cette grande crise? Eh bien, c'est ce que devrait nous dire notre invité, Mireille Saki. Donc, nous allons essayer de l'avoir au téléphone. M'entendez-vous, Mireille Saki? Alors, ça ne devrait pas tarder. Donc, je sais que la Suisse n'est pas si loin. Mireille Saki, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors, attendez, j'ai juste un problème de casque. M'entendez-vous? Oui, Voilà, très parfait. bien. Bonsoir Mireille Saki, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors pour vous présenter aux auditeurs, vous êtes une journaliste économique suisse, rédactrice en chef adjoint du magazine Bilan, et vous avez sorti un 3e ouvrage qui en est à sa 2e édition, c'est ça? Oui, tout à fait. La fin du dollar aux éditions Favre. Alors si on ne lisait que le titre de votre livre et vu l'actualité sur l'euro, on pourrait penser que vous vous êtes trompé de sujet ou de monnaie. Et dès votre introduction, vous expliquez que certains de vos interlocuteurs auront la même réaction, une façon de vous dire c'est l'Europe l'incompétente, pas les États-Unis. Absolument. Donc la première réaction, c'est de dire il fallait écrire la fin de l'euro. Or, je ne crois pas encore, toujours pas, même à ce jour, à la fin de l'euro. Fin 2010, quand j'ai écrit le livre, c'était déjà le cas que tout le monde soupçonnait que c'est l'euro qui avait les plus graves problèmes. Ça faisait un tel consensus, si écrasant d'ailleurs, que je trouvais qu'il fallait absolument expliquer en toute conscience que le véritable problème qu'on vit et qui explique les secousses de l'euro, eh bien, c'est la fin du dollar, je dis bien le dollar, comme monnaie de réserve internationale. Et c'est cette menace-là qui fait qu'aujourd'hui, il y a certains intérêts qui convergent pour déstabiliser l'euro, et c'est tout à fait normal. Parce que pour vous, c'est pour des raisons de survie qu'il a fallu discréditer l'euro, car il risquait de devenir dangereux. Et ils vont trouver très vite la faille, ça va être les petits pays, ce qu'on a appelé la Grèce, le Portugal. Le ventre mou de la zone euro, absolument. C'est-à-dire qu'en 2008, peu avant que la crise de l'euro n'éclate, l'euro était devenu une monnaie tout à fait crédible aux yeux de l'OPEP, les pays exportateurs de pétrole. Et il était très sérieusement question de libeller une partie des ventes des pays producteurs en euros. Ces discussions ont été très avancées et l'euro était tellement fort qu'il était à 1,60 $. Et là, on voyait vraiment une menace claire, parce que quand cette situation s'est produite, eh bien, les investisseurs internationaux avaient toutes les raisons d'acheter la dette européenne et de la considérer très très sûre, comme alternative tout à fait crédible à la dette du Trésor américain. Or, si ça se produisait, si vraiment il y avait eu une diversion massive des investisseurs internationaux vers la dette européenne, mais la dette du Trésor américain allait voir son taux d'intérêt augmenter à un rythme catastrophique. La réalité, c'est que les États-Unis ne peuvent pas se permettre un taux d'intérêt, même je dirais plus élevé qu'un taux extrêmement bas, que la norme, que 3,5%. Ils sont à 2% aujourd'hui. C'est un taux qui est anormalement bas pour une dette que je qualifie de défaillante, mais il faut tout faire. Il s'agit pour la Réserve fédérale américaine de tout faire pour que ce taux reste bas, c'est-à-dire pour que la dette américaine reste perçue comme la plus stable et la plus sûre possible. Et pour ça, eh bien, c'est simple, il faut qu'elle n'ait pas d'alternative. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'on prend presque ça comme un polar, parce que vous expliquez que ça a commencé presque par un dîner à New York avec les principaux fonds d'investissement américains qui vont mettre en place cette stratégie.
Voilà, c'est-à-dire qu'à partir de février 2010, elle devient concertée, la stratégie. Dès fin 2009 déjà, les hedge funds, les fonds spéculatifs, je veux dire, chacun de son côté, avaient déjà accumulé des positions massives contre le dollar et la dette, contre l'euro, faut pas que je me trompe, Ouais. contre l'euro et la dette grecque. Donc il y avait des positions vendeuses massives depuis fin 2009. Le ministère de l'économie grec s'en était d'ailleurs inquiété, puisqu'ils avaient pu voir sur les marchés des dérivés à quel point les spéculateurs avaient tout délaissé pour se consacrer uniquement à la vente à des couverts de dettes souveraines grecques. Mais début 2010, effectivement, il y a cette rencontre qui a lieu, qui est une rencontre tout à fait routinière où les hedge funds se voient régulièrement pour échanger des idées. Et là, ils discutent très sérieusement, et George Soros en fait partie, de se concerter, d'attaquer de manière concertée et coordonnée les petits pays de la zone euro, en commençant par la Grèce, avec l'idée que ça allait faire un espèce d'effet domino par la suite. Et pour eux, ça allait donc multiplier le gain. Alors, pour éclairer les auditeurs de Radio Courtoisie, l'attaque va se faire avec ces fameux CDS, oui. Les crédits défaut swap. Alors en français, on est quand même sur une radio francophone dérivée sur les événements de crédit, on pourrait le traduire comme ça. Ces CDS ont été inventés au sein de la banque JP Morgan, je crois en 94. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu sur quoi en fait ces investissements vont jouer sur ces fameux crédits? C'est une arme redoutable. Hein. Oui, c'est un instrument redoutable. À la base, c'est une assurance contre le défaut d'un pays. Donc, sa valeur augmente avec la probabilité de défaut d'un pays. Donc, si on achète le CDS à un prix bas, parce qu'à ce moment-là, la probabilité de défaut est encore faible, eh ben, le CDS peut gagner énormément de valeur avec l'augmentation de la probabilité de défaut du pays. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en accumulant beaucoup de positions vendeuses avec ces CDS, c'est-à-dire des positions qui pariaient sur une baisse future de la dette grecque, un effondrement de sa valeur, ils ont créé une sorte d'alarme sur le marché où les gens ont vu, se sont dit, tiens, il y a toutes ces positions de vente à découvert sur la dette grecque, et donc là, il y a quelque chose, attention, il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas, ou que c'est peut-être plus grave que ce qu'on le pense, peut-être la Grèce est beaucoup plus proche du défaut qu'on ne le croit, et donc ils ont créé un mécanisme de panique sur les marchés qui a fait que les investisseurs au sens large, cette fois, pas juste le petit groupe de spéculateurs qui ont semé la rumeur, mais tous les investisseurs au sens large ont massivement vendu la dette grecque. Quand ça s'est arrivé, c'est ces ventes massives-là elles-mêmes qui ont provoqué la hausse du taux d'intérêt désormais réclamé par les marchés sur la dette grecque. Le taux à 10 ans, le taux à 2 ans, à 5 ans ont tout d'un coup explosé jusqu'à arriver au taux ridicule de 20% qu'on a vu et après lequel la Grèce en réalité a été exclue du marché des capitaux, a dû sortir, être retirée, être gérée par le Fonds européen de stabilité. Ces fameux CDS, est-ce qu'ils sont contrôlés quelque part? Non, alors aux 3/4, ils sont totalement déréglementés. C'est des titres qui se traitent de gré à gré, c'est-à-dire hors bourse. C'est-à-dire vous et moi, on décide ensemble du prix d'achat et de vente. On fait un contrat comme ça de personne à personne et il n'y a pas de bourse officielle qui va enregistrer nos transactions et recenser l'origine des ordres des donneurs de vente, d'ordres de vente et d'achat. Et donc ça se passe dans un monde totalement opaque. Les décisions de réglementation actuelles qui sont intervenues, principalement en Europe, ne concerneront à peine que 25% de ce marché. Donc on est vraiment au balbutiement de cette réglementation. Les 3/4 sont livrés totalement à eux-mêmes. Les spéculateurs peuvent en gros faire ce qu'ils veulent et même si l'Europe décide qu'elle va réglementer totalement ce qui se passe sur son territoire, eh bien elle ne contrôlera pas ce qui se passe à Londres et à New York et à Hong Kong, alors que c'est de là que viennent quand même les principaux ordres. Donc vous voyez à quel point l'Europe a les mains liées dans cette affaire. Elle peut difficilement réagir. Parce que en gros, le but de cette manœuvre, c'est de vendre des bons du Trésor américain, c'est vendre du dollar coûte que coûte. Oui, tout à
fait. C'est-à-dire que quand on a discrédité l'Europe ainsi, l'investisseur international qui doit avoir un compartiment d'actifs AAA, eh ben, il ne peut plus se tourner que vers les bons du Trésor américain, puisque les bons du Trésor européen des différents pays européens sont rayés de la liste pour de bons. Et donc, il va avoir tendance à se reporter massivement sur le seul actif qui, en apparence, reste sûr. Et ça va faire monter la valeur des bons du Trésor américain et baisser énormément les taux d'intérêt. Mais je dirais que malgré tout ça, malgré cette crise qui a été fortement accrue et accélérée par les mouvements des spéculateurs, il faut ici qu'on dise aussi aux auditeurs que je ne suis pas en train de déclarer que le budget grec se portait très bien et que le Portugal et l'Irlande... C'est pas ce que vous dites dans votre livre. Voilà, tout à fait. On est d'accord que ces pays étaient dans une situation vulnérable, mais globalement, si vous prenez la périphérie de l'Europe, eh bien sa situation n'était pas pire que celle des États-Unis, de l'Angleterre ou du Japon. Et donc vous voyez à qui on les compare, aux pays qui sont soi-disant les plus sûrs, les plus solides, aux principales économies mondiales. Eh bien, il se trouve que le Japon, avec 200% de taux d'endettement, un niveau que la Grèce n'avait même pas atteint, il arrive aujourd'hui à s'en sortir avec des notations un peu moins que AAA. Je crois il a perdu son AAA, mais il est à A+. Et les États-Unis sont toujours à AAA pour 2 agences et à AA+, pour une agence qui est Standard & Poor's. Quant à l'Angleterre, je crois qu'elle a toujours son AAA, ce qui est complètement absurde pour un pays qui a frôlé la faillite, qui continue à être en récession, qui s'en sort pas. La livre sterling qui est au plancher, et on voit que les agences de notation ne sont absolument pas objectives. Donc les agences de notation, toutes basées à New York, montrent qu'elles ne sont pas du tout objectives dans leur notation de l'Europe, puisqu'elles ont dégradé à junk tous les pays de la périphérie, tout en gardant AAA des pays comme l'Angleterre, ce qui est totalement absurde, alors que l'Europe globalement est plus solvable que les États-Unis et les différents États américains. Toutes les études l'ont montré, ça c'est contesté par personne, même par des économistes très très anti-Europe, comme ils s'en trouvent de très nombreux, y compris en Europe même d'ailleurs. Alors une question de Lucien Valdès. Oui, Mireille Zeki, dans votre livre La fin du dollar, vous rappelez, et je voudrais revenir sur ce point, que les États-Unis sont plus endettés que l'Europe. Et je voudrais qu'on s'y arrête un petit peu plus et que vous nous expliquiez cette situation pour le moins paradoxale. D'accord, tout à fait. Alors d'abord, si vous prenez la dette, le ratio dette par rapport au PIB, vous prenez la dette fédérale des États-Unis, vous arrivez à un ratio qui est aujourd'hui d'à peu près 100% ou un peu plus. Bon, pour la zone euro globalement, on est à peu près au même niveau. Maintenant, le problème aux États-Unis, c'est qu'il y a énormément de dettes qui est non provisionnée, donc non comptabilisée, si vous voulez. C'est tous les engagements futurs du gouvernement américain vis-à-vis des bénéficiaires de rente, de santé, de pension, etc. Donc vous incluez la sécurité sociale, Medicare et Medicaid. Si vous ajoutez ces 3 éléments à la dette officielle, vous arrivez à une dette phénoménale, à un niveau mais extraordinaire, qui est en fait de 200 000 milliards de dollars. Donc on passe des 16 000 milliards de dette fédérale américaine à un niveau, une dette extrêmement élevée de 200 000 milliards de dollars. C'est les engagements futurs que le gouvernement doit à tous ses retraités et ses bénéficiaires de rente sociale et de santé. Donc là, on a un gouffre sans fond qui sera vraiment impossible d'atteindre. Donc au niveau social, l'Amérique est déjà aujourd'hui techniquement en faillite. S'ajoute à ça toutes les garanties que le gouvernement a données implicitement aux agences hypothécaires que sont Freddie Mac et Fannie Mae. Là, on a encore quelque chose comme 70 000 milliards qui s'ajoutent à la dette officielle. Donc, si vous voulez, les 15 000 milliards que je vous ai donnés, si on y ajoute les garanties implicites, on arrive à 75 000, 80 000 milliards de dettes officielles fédérales plus garanties implicites aux agences hypothécaires nationales que sont Fannie Mae et Freddie Mac. Et puis ensuite, vous pouvez tenir compte des engagements futurs qui sont les 200 000 milliards. Mais ça, je dirais que c'est un chiffre théorique parce qu'il est d'ailleurs ridicule. C'est 200 000 plus 9 zéros. Ça, c'est tout ce que les États-Unis devront verser, si vous voulez, dans une période illimitée de temps. C'est le déficit fiscal. Voilà ce qu'on appelle le fiscal deficit. C'est ces 200 000 milliards. Maintenant,
prenons une autre manière de regarder la dette globale américaine. Il faudrait ajouter non seulement la dette fédérale qui est de 16 000 milliards, mais aussi la dette des entreprises et la dette des ménages. Or, si vous ajoutez ces deux autres éléments, à chaque fois vous avez 16 000, 20 000 milliards qui s'ajoutent. Donc, on arrive à quelque chose comme 15 000, 30 000, 45 000, 50 000 milliards. Là, on est à 300% du PIB américain. Ces chiffres-là, pour l'Europe, l'équivalent, c'est à peu près 200%. Si vous ajoutez la dette européenne des ménages, des entreprises et du gouvernement, et des gouvernements, vous êtes à 200%. Donc, en fait, pour la faire courte, sur tous les chiffres d'endettement spécifiques, sur le déficit budgétaire, le déficit commercial, la balance courante, la balance des investissements, l'Europe globalement, de manière agrégée, et c'est vrai qu'elle inclut l'Allemagne quand même, qui a d'excellents chiffres, elle score mieux, elle a des meilleurs chiffres. Simplement, c'est vrai que comme on prend le contexte qui est européen, qui est du fait que ces pays, petits pays, sont moins dépendants d'un gouvernement central que les États américains, même défaillants comme la Californie ou l'Arizona, qui peuvent beaucoup plus reposer sur une aide centralisée du gouvernement fédéral américain, eh bien, on estime que l'Europe est plus vulnérable à cause de la structure politique, en fait. C'est toujours ça ce qu'on critique pour l'Europe, sa structure politique. Personne n'a osé dire que l'Europe était plus endettée que les États-Unis parce que c'est pas vrai. Par contre, on dit oui, mais ils sont plus décentralisés. L'Europe n'a pas une harmonie fiscale, une unité fiscale et politique et économique et budgétaire qui lui permettrait de contrôler vraiment les budgets de ces pays. Elle n'a pas prise dessus, elle n'a pas eu cette intégration-là, et donc elle va faillir alors que les États-Unis c'est très centralisé, quand bien même la Californie est quasiment en défaut, et des milliers de municipalités sont quasiment en défaut, et de comtés aussi qui ont déjà fait défaut. D'ailleurs, c'est beaucoup moins médiatisé. Alors, on va surtout parler de cette structure politique. Or, je trouve que c'est totalement un argument fallacieux, parce qu'aux États-Unis, que fait le gouvernement fédéral pour sauver les États comme la Californie ou l'Arizona ou le Michigan C'est simplement qu'il recourt à la planche à billets, il imprime des billets, il dévalue le dollar. Voilà comment il renfloue les différents États. Et donc, on assiste aujourd'hui, la preuve d'ailleurs par le taux de change, au fait que le dollar reste plus faible que l'euro. Comment ça se fait? On aurait dû atteindre la parité déjà fin 2010, c'est ce sur quoi de nombreux hedge funds avaient parié, c'est sur la parité euro-dollar qui n'est jamais venue. Malgré les pires attaques de l'histoire de l'Europe, eh ben, l'euro est resté vers les 1,30 $ parce que le dollar continue toujours d'être davantage dévalué, et c'est ça l'envers du décor, c'est ça l'arrière du miroir. Est-ce que vous seriez d'accord, dans le livre L'État prédateur de James Galbraith, il explique que l'Amérique a besoin de cette économie mondiale instable et en croissance, car elle exigera toujours une réserve de dollars, et c'est comme ça que l'Amérique marche. C'est vrai que l'Amérique fonctionne grâce à l'appétit, à la demande internationale pour les dollars, qui sont d'ailleurs une demande captive, parce que le pétrole et les matières premières sont libellés en dollars. C'est ça l'élément majeur de l'équation. Eh bien, aujourd'hui, cette donne est en train de changer. C'est pour ça que malgré tout, j'ai titré La fin du dollar, et il reste évident que cette catastrophe est programmée. Même les pires critiques de mon livre, il y en a eu quelques-uns qui n'étaient pas d'une honnêteté intellectuelle absolue, mais qui étaient très contrariés, semble-t-il, par l'audace du titre, etc. Ils n'ont plus qu'à admettre que ça allait intervenir, mais ils estiment que ça va intervenir beaucoup plus tard que moi je l'estime, c'est tout. C'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. Mais la catastrophe, elle va venir pourquoi? Parce que d'abord, le monopole du dollar sur les matières premières est en passe de prendre fin. Pour une raison très simple, c'est que les pays des BRIC, Brésil, Inde, Chine, Russie, et d'autres pays, et l'Afrique du Sud et d'autres pays émergents, sont en train de plus en plus de conclure des échanges commerciaux entre eux dans leurs monnaies respectives. Or, ces pays-là sont les principaux commerçants de matières premières. Donc, tôt ou tard, vous verrez du yuan, du rouble et du réal sur les factures des matières premières échangées entre ces pays plutôt que du dollar. C'est déjà en fait les accords qui ont été pris en 2011 qui ont entériné le commerce hors dollar entre les pays des BRIC. Donc là, on va très vite voir une demande amoindrie pour le dollar américain dans les échanges commerciaux des pays émergents, qui vont représenter à l'avenir 65% à peu près des volumes commerciaux. Donc là, déjà, vous pouvez complètement prédire l'effondrement de la demande pour le dollar.
Deuxième chose, la Banque centrale de Chine a réellement cessé d'acheter au même rythme qu'avant des dollars, c'est-à-dire des bons du Trésor américain. D'abord parce qu'elle a décidé, la Chine elle-même a décidé d'un petit peu réorienter ses exportations vers le continent asiatique et elle compte de moins en moins sur les exportations vers le consommateur américain qui est très grippé, comme vous le savez, qui n'est plus la locomotive économique mondiale, c'est un mythe devenu même très ancien maintenant. Le consommateur américain est le moins susceptible d'occuper ce rôle de locomotive. Il est surendetté. 7 Américains sur 10 sont, combien d'Américains un Américain sur 3 a 7 cartes de crédit. Faut pas se tromper dans les statistiques, mais il y a des statistiques aberrantes qu'on a tous vues, qui montrent que le consommateur américain, il est pris jusqu'au cou. Il y a 46 millions d'Américains qui sont à la soupe populaire. C'est 15% de la population qui sont tout simplement sortis du circuit de la consommation et de l'épargne. Et donc la Chine ne compte plus vraiment dessus. Ce qui fait qu'elle achète moins, elle a moins besoin, si vous voulez, de recycler des dollars dans des bons du Trésor américain, parce qu'elle va de plus en plus être payée dans d'autres monnaies que le dollar, parce qu'elle aura d'autres partenaires commerciaux. Et donc, il se trouve aujourd'hui que la Réserve fédérale américaine est devenue le principal acheteur de nouvelles dettes américaines émises. Donc, on a un Trésor américain qui émet de la dette et la Banque centrale américaine qui l'achète derrière et qui imprime les billets de banque que le Trésor va utiliser pour émettre sa dette. Donc, on a affaire à une grande lessiveuse et c'est un système qui ne peut pas tenir, si vous voulez. La Réserve fédérale elle-même, son bilan ne peut pas contenir un risque si énorme de bons du Trésor, parce que le jour où les taux d'intérêt sur ces bons du Trésor vont monter, vous aurez déjà, avant toute chose, un risque de faillite ou de crise grave, en tout cas, de la Réserve fédérale américaine elle-même, si elle porte tous ces bons du Trésor sur son bilan. Et puis, combien de temps est-ce qu'elle peut camoufler de cette manière la baisse de la demande, tout simplement, pour les bons du Trésor américain, et administrer, comme elle le fait, le marché de la dette souveraine américaine pour maintenir les taux extrêmement bas. Elle a eu recours à 2 assouplissements monétaires, puis à une opération twist qui visait à faire baisser les taux à 30 ans et à 10 ans. Et donc, c'est une administration tout à fait interventionniste que fait aujourd'hui la Réserve fédérale américaine dans l'économie, du jamais vu dans un système qui se prétend libéral en réalité. C'est une économie aujourd'hui administrée et assistée qu'est l'économie américaine. Et donc, on manipule la valeur de la dette obligataire américaine et ce faisant, tout le marché de la dette obligataire mondiale s'en trouve manipulé et ses valeurs sont faussées. Et donc, il y a danger. Il y a danger clairement pour tous les détenteurs aujourd'hui d'obligations occidentales qui ne comprennent pas cette fraude, absolument. Ce qui est incroyable, c'est que dans votre livre, il y a une comparaison qu'on peut faire avec les États-Unis et la Grèce, c'est le mensonge, parce qu'effectivement, sur les chiffres officiels, alors vous expliquez par exemple, c'est assez hallucinant, que le PIB américain est surestimé, il serait inférieur de 30% aux chiffres officiels, ce qui remettrait en cause effectivement tous les chiffres de l'économie américaine, mais même les indices boursiers sont mensongers. Officiellement, le Dow Jones, depuis 99, a gagné 30% en dollars, et si on exprime son évolution en or, il aurait perdu 82%. Exactement, et si on exprime son évolution aussi en francs suisses, c'est plutôt négatif, oui. Donc, si c'est en dollars dévalué que la bourse augmente, ça veut dire que dans toutes les autres monnaies, la bourse n'a rien augmenté du tout. Et donc, c'est juste de la poudre aux yeux, si vous voulez, c'est du marketing qui vise à montrer que la courbe monte aux yeux du monde entier, mais pour l'investisseur international, lui, il n'est pas dupe, et il voit très bien que c'est dans une monnaie qui se dévalue rapidement et que donc il ne gagne rien sur ce Standard & Poor's. Je pense que l'explication essentielle et centrale, vous avez parlé du PIB, oui, le PIB est manipulé puisqu'il y a une partie, si vous imprimez des billets pour combler une partie de la croissance qui ne se produit pas, eh bien, le laboratoire européen d'anticipation économique a fait l'exercice doter la dette qui a été ajoutée pour combler le manque à gagner de PIB, et ils ont trouvé effectivement qu'il ferait 30% de moins. On peut aussi faire une autre opération qui va faire un petit peu hérisser les poils de certains, mais vous prenez une économie de 16 000 milliards de dollars de PIB, vous lui enlevez 16 000 milliards de dettes, qu'est-ce que vous avez dans le fond? Qu'est-ce que vous avez?
Combien il a fallu mettre de dette pour créer ces 15 000 milliards? Il a fallu mettre 15 000 milliards de dettes. Donc vous avez zéro si vous retranchez la dette. C'est ça la réalité. C'est très très différent d'une économie comme la Chine qui a 3 200 milliards de réserves excédentaires. On ne parle pas du tout de la même chose là. Et là, je n'ai pris que la dette officielle américaine. Donc le chiffre central qui est falsifié, en fait, c'est pas le PIB, c'est même, oui, quoique le PIB le soit certainement, mais en fait, c'est l'inflation. C'est ça le plus important. L'inflation, les méthodes d'inflation de 1980 et ensuite des années 90 ont été modifiées. Il y a eu 2 modifications majeures de cette méthode. On arrive aujourd'hui dans les années 2000 avec une autre méthode encore. Une autre méthode qui ne vous permet pas du tout de savoir votre steak que vous achetez aujourd'hui, à quelle différence de pouvoir d'achat vous l'achetiez il y a 5 ans. Parce qu'il ne prend pas du tout en compte le même produit et son évolution de prix dans le temps. Il va considérer que le consommateur qui pouvait acheter du steak, eh ben, si ça devient trop cher, il va se reporter sur du hamburger. Donc il va utiliser cette méthode de substitution. Et donc l'indice des prix à la consommation utilisé aujourd'hui aux États-Unis n'est pas du tout un indicateur fiable de l'évolution du pouvoir d'achat des Américains. Si on prenait les indices précédents, avec l'indice des années 90, je crois que vous arrivez à une inflation de 5%, avec l'indice des années 80, vous avez une inflation aujourd'hui aux États-Unis de 10%. Plus de 10% même, je crois, les derniers chiffres. C'est sur le site Shadow Government Statistics. Je vous encourage à le consulter. Un monsieur très intelligent, statisticien, qui s'amuse à recalculer les taux d'inflation américains aujourd'hui avec la méthode des années 80, qui était beaucoup plus honnête que l'actuelle, c'est-à-dire la méthode même du gouvernement américain dans les années 80. Et on arrive à une inflation de 10%, et accessoirement, mais ça vaut son pesant d'or aussi, à un taux de chômage de 20%, c'est-à-dire comme l'Espagne. Et donc, vous voyez, alors que le taux de chômage officiel aux États-Unis est de 8%, et le taux d'inflation officiel est de 3%. Donc, vous voyez, on voit des chiffres complètement différents, on les compare à l'Europe, on met les États-Unis devant parce qu'on utilise ces chiffres qui sont pas du tout dignes de crédibilité. Et si on recalcule avec des méthodes un peu plus strictes, un peu plus conservatrices, on arrive à une toute autre image d'un pays qui, dans ses paramètres économiques, en enlevant le paramètre militaire, est dans le fond dans la situation d'un pays du tiers-monde aujourd'hui. Alors, ce qui pour les éditeurs de Radio Courtoisie qui doivent vraiment se demander où ils sont tombés avec les États-Unis, effectivement, dans votre livre, la liste est longue et affolante. Il y a la productivité légendaire, on en a parlé, le taux de chômage, comme vous disiez, les comptes de la Fed qui sont truqués, l'indice du dollar est faux. Et alors, le plus surprenant, c'est que je n'ai pas l'impression que vous avez mené une enquête à la John le Carré, vous n'avez pas eu des documents ultra secrets, vos sources, elles sont visibles par tout le monde. Absolument, c'est ça qui est le plus surprenant, c'est que quiconque veut, comme je l'ai fait dans mon livre La fin du dollar, aller vérifier un petit peu des sources alternatives, de gens qui recalculent les chiffres du gouvernement américain, qui se posent des questions, qui ont un esprit critique, qui s'amusent à donner les vrais chiffres de la dette. Il y a même des professeurs d'université comme M. Lawrence Kotlikoff, celui qui a donné le chiffre des 200 000 milliards de dollars d'engagements futurs totaux des États-Unis. Eh bien, quiconque le veut vraiment réalise la chose. Mais si vous voulez, moi, depuis fin 2010, quand j'ai commencé à écrire le livre, je me suis heurté à un mur que je qualifierais ou d'idéologique ou de mythologique, voire de religieux. On est vraiment dans la foi religieuse. Quand vous parlez à quelqu'un des États-Unis, vous avez irréversiblement la même réaction, et peut-être certains de nos auditeurs se reconnaîtront. On va vous dire, non, vous savez, à la fin, les États-Unis, ils trouvent toujours un moyen et ils s'en sortent toujours. Et là, je réponds toujours la même réponse, parce que j'en suis maintenant à la 1500e réaction de ce type. C'est tout à fait... on dirait que les gens ont été programmés par masse, par milliers, pour avoir cette réaction. Je leur dis, mais ça c'est Hollywood, attention. Vous confondez Hollywood et la réalité. Et la réalité des États-Unis, c'est pas ça. Ils ne s'en sortent pas comme ça avec une entourloupe miraculeuse, comme tous les films hollywoodiens ont apparemment gravé dans tous nos esprits le même scénario. Je suis aussi, moi, un produit de la culture américaine. J'ai étudié à l'université américaine, j'ai regardé énormément de films américains, donc je sais très bien de quoi on parle quand on parle de cette dernière, de ce saut, de ce rebond ultime-là que connaissent les États-Unis. Il n'existe pas dans la réalité.
il est purement cinématographique, mais la force de la culture américaine a fait qu'il y a une foi presque religieuse, parce qu'elle n'est pas du tout scientifique. Les opposants, même des économistes, ne m'ont pas opposé des arguments économiques valables pour dire que les États-Unis sont aujourd'hui solvables et stables et solides et credit-worthy, comme on dit en anglais, c'est-à-dire dignes d'un triple A, de qualité d'investissement. Mais des arguments, vraiment, je voulais qu'on parle un peu de ça, de ce côté où on est dans la mythologie, dans la perception pure, une perception qui est positive à cause d'avoir si souvent regardez des films américains où à la fin il y a la victoire du héros qui est en plus un justicier qui a agi pour le bien et qui finit par triompher. En même temps, Mira Tsaki, on pourrait vous opposer que les États-Unis, c'est un peu comme les grosses banques qu'on a pu voir pendant la crise en Europe, qui ne peuvent pas faire faillite, donc les États prêtent. Et la dette américaine est tellement énorme que le reste de l'économie mondiale est dans l'obligation d'acheter de la monnaie de singe, hein, ces fameux bons du Trésor, pour pas que le système explose. Est-ce qu'ils prennent pas tout le monde en otage ? Alors oui, il y a évidemment le mythe du too big to fail que je conteste même au niveau des banques, parce que je pense que quand des banques faillissent et que si on est un vrai libéral, puisque pour ma part, on peut dire oui, elle est de gauche puisqu'elle critique les États-Unis. Non, si on est vraiment libéral, on pense que quand Wall Street ou les banques européennes à la crise des subprimes ont fait faillite, ils auraient dû faillir. Point final, je veux dire. Le sauvetage qu'il y a eu après a eu des conséquences dont on voit aujourd'hui les ramifications terribles, et on voit très bien que les sauvetages n'ont pas du tout arrangé la situation. Après, on peut dire oui, mais il y aurait eu un cataclysme mondial, une grande dépression. Eh ben, aujourd'hui, on voit que la crise perdure et que la croissance n'a pas repris en Occident. On voit tout simplement que l'Occident est en faillite par suite de ces sauvetages. Donc d'abord, le mythe du too big to fail au niveau des banques, je le conteste. Maintenant, le mythe du too big to fail au niveau des États-Unis. Les États-Unis seraient donc too big to fail et on aurait tous la responsabilité de les maintenir à tout prix parce que de notre économie et notre bien-être en dépend. Eh bien, les Asiatiques, apparemment, ne raisonnent pas comme ça, puisque la Chine a résolument pris la voie de se diversifier. Un des facteurs que je n'ai pas encore mentionné dans le fait que l'euro a tenu le coup, c'est que la Chine a été structurellement derrière l'euro. Ouais, elle a répété. Défendu, ouais. Oui, c'est un passage de votre livre qui est assez passionnant d'ailleurs. Est-ce que vous oui, pouvez... c'est-à-dire elle a clairement au plus fort, c'est-à-dire mai 2010, novembre 2010 et encore cette année, elle a réitéré son soutien pour l'euro. Elle achète de l'immobilier européen, elle achète des euros pour diversifier loin du dollar. Donc l'Asie a fait que face aux hedge funds, vous aviez des banques centrales asiatiques qui contredisaient les paris des hedge funds et qui ont fait que l'euro a tenu le coup. Et donc la Chine a pris la voie de la diversification. Plein d'autres fonds souverains, y compris du Golfe et de l'Asie émergente, ont aussi pris la voie de diversifier beaucoup leurs actifs. Et le monde, comme je vous mentionnais à propos des accords commerciaux entre les BRICS, le monde est en train de se faire un petit peu en dehors du dollar. Et donc, une grande partie des flux commerciaux va le contourner. On aura une situation de facto qui va créer une réforme du système monétaire international. Si cette réforme ne se décide pas au sein du FMI, ce qui traîne actuellement parce que les États-Unis ne veulent pas entrer dans ces discussions, et seulement les BRICS qui veulent, et la Chine et la Russie en particulier, qui veulent réformer le système monétaire international et changer de monnaie de réserve, eh bien, ça va se faire de facto sur le marché, c'est-à-dire dans le monde du commerce international. Le monde du commerce international est en train d'imposer les futures monnaies de réserve internationales qui seront les monnaies fortes, c'est-à-dire les monnaies qui génèrent le plus grand volume de flux commerciaux et qui ont aussi des réserves d'or dans leur banque centrale, et ce seront essentiellement, si vous voulez, les monnaies des BRICS et quelques autres monnaies peut-être de Scandinavie, le franc suisse s'il demeure indépendant, puisqu'il y a aussi une question à long terme sur le franc suisse, est-ce qu'il va demeurer indépendant? Mais c'est de toute façon une petite monnaie et pas une monnaie d'échanges commerciaux énormes, c'est surtout une monnaie de transaction et d'investissement. Et donc on arrive à la conclusion qu'on va se retrouver avec un panier de monnaies composé de yuan, de roubles. Il faut qu'on commence à s'habituer à prononcer ces monnaies et puis peut-être à les avoir un jour dans la main aussi, parce que ces monnaies vont beaucoup plus augmenter en circulation. L'euro aujourd'hui est la monnaie qui en volume de circulation est la plus circulée, malgré tout ce qu'on entend.
Il y aura l'euro, donc le yuan, le rouble, la roupie, le rand sud-africain, il y aura peut-être de l'or dans ce panier, mais il y aura aussi le dollar, il y aura aussi un peu de livre sterling et du yen. Évidemment, on ne va pas faire l'impasse sur ces trois monnaies, même si elles représentent aujourd'hui des États en faillite potentielle. Donc, simplement, le dollar va se normaliser, il va trouver une place ordinaire. Une monnaie qui se dévalue très très vite ne peut pas occuper la place de monnaie de référence internationale. C'est très simple, ça a été un constat qui a été fait par les pays des BRIC de manière plus ou moins ouverte, mais dans les forums internationaux, y compris le G20 et le FMI, on a repoussé sans cesse la discussion inévitable qui serait de parler d'une sortie ordonnée du système dollar maintenant, et pas une fois que le cataclysme, le krach obligataire souverain américain s'est produit, mais maintenant, en vue de préparer un nouveau système monétaire international, basé sur un panier de monnaies fortes, c'est-à-dire un monde multipolaire et un monde multimonétaire. C'est clairement ce vers quoi on se dirige. Mon propos n'est pas de dire que c'est la Chine qui va dominer le monde. Elle n'en a ni l'intention, ni les capacités, l'hégémonie culturelle qu'ont eu les États-Unis. Et donc, on va plus vers un monde multipolaire, multimonétaire, comme d'ailleurs la situation qui avait précédé les deux guerres mondiales. Lucien Valdès. Oui, en appui de ce que vous venez de dire, cette semaine, la Chine et le Japon, on l'a appris cette semaine, ont démarré un échange direct de leurs devises sans passer par l'intermédiaire du dollar américain. C'est une annonce qui a été faite par les deux capitales. Et c'est un accord bilatéral qui, alors je lis le ministre japonais, hein, en évitant de passer par une tierce monnaie, nous allons rendre plus aisé l'usage des deux monnaies, limiter les risques de perte pour les banques, réduire le coût des transactions et stimuler le marché de Tokyo. Mais absolument, c'était inévitable. Les États-Unis, qui sont quand même très très intelligents, hein, là-bas, ils savaient que ça allait arriver. L'idée, c'était de reporter au maximum ce genre de choses. Mais là, ce que vous dites, ça signifie que la deuxième et la première et la troisième économie mondiale, hein, la Chine étant bientôt première et le Japon la troisième, sont en train de contourner le dollar. Et ça c'est significatif. Ça, on voit clairement là que la demande pour le dollar, puisque l'essentiel de la demande pour le dollar dans les transactions, c'était le fait qu'on passait toujours par le dollar dans les cross rates. On veut le Brésil et la Corée veulent le commercer ensemble, tout le monde passe toujours par le dollar d'abord avant de passer dans la monnaie du partenaire. Et donc, tout ça va de plus en plus être contourné et vous verrez le volume du dollar se réduire, mais mécaniquement. Et l'autre étape que j'ai déjà mentionnée, eh bien, ce sera la fin, tôt ou tard, hein, c'est difficile de dater ça, mais la fin du monopole du dollar sur les matières premières. Maintenant, on voit qu'il y a des bourses qui se créent en Asie, en Chine, là, une bourse des métaux qui seront en yuan. Les Chinois pourront directement, depuis leur compte en banque, acheter et vendre de l'or et de l'argent sur une bourse asiatique. Alors, imaginez un peu les conséquences de ça. Sachant que les classes moyennes asiatiques vont devenir 80% de la classe moyenne mondiale, hein, d'ici 2050, vous pourrez imaginer ce que ça va représenter au niveau des transactions qui vont opérer dans leur propre monnaie. Alors, il y a déjà un signe qui est assez surprenant dans votre livre, c'est l'Angleterre qui, elle, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, se rapproche plutôt de la zone euro. Oui, mais ça, c'est vrai que, par exemple, l'ancien Premier ministre anglais John Major était de passage en Suisse, là, à Lausanne récemment. Je l'ai confronté directement à cette thèse. Il m'a dit, jamais de la vie, on est au contraire en train de penser sortir de l'Union européenne, pas du tout, etc. Façade, et le ça. discours officiel, si vous voulez, c'est très loin de ce que moi je dis dans ce livre. Ma thèse se rapproche des idées exprimées par le Laboratoire européen d'anticipation économique de Frank Biolcheri, qui publie des newsletters très audacieuses d'ailleurs et à contre-courant. Mais l'idée est une idée tout à fait de pragmatisme économique. Hein. L'Angleterre, d'après des fuites de Wikileaks, a décidé quand même de changer sa politique vis-à-vis de l'Europe depuis qu'elle a constaté qu'elle est un petit peu isolée. Toutes les discussions de l'Eurogroupe concernant la Grèce l'ont quand même marginalisée de façon très claire. Elle n'a pas pu en parler, quoi. Exactement, elle n'avait pas de mots de poids, elle pesait pas dans ces décisions-là. Des directives essentielles pour la place financière de Londres, comme l'AIFM et le MIFID, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais qui régulent les hedge funds et les produits financiers en général, se sont décidées à Bruxelles. Et la City de Londres a dû les exécuter. Donc ça, c'est très nouveau pour la City de Londres qui a toujours fait ses propres règles.
Ensuite, il y a l'endettement énorme de l'Angleterre et la dévaluation terrible de la livre sterling suite à la politique de la planche à billets que certains vantent tellement et aimeraient tellement voir la Grèce adopter pour leur grand malheur. Eh bien, l'Angleterre a beaucoup perdu sur le plan économique. Le rayonnement de Londres aussi a perdu puisque des banques anglaises ont été nationalisées. Elles étaient aussi au bord de la faillite, Royal Bank of Scotland, etc. Et donc, Londres n'est plus vraiment ce qu'elle était. Même les hedge funds qui avaient des conditions extraordinaires là-bas se voient imposer maintenant à 40%, etc. Donc, le pays a dû avoir recours à des mesures impopulaires d'austérité, de hausse d'impôts, tout ce que la City de Londres jusque-là avait méprisé, avait rejeté. Et donc, on voit clairement que l'avenir de Londres, de la Grande-Bretagne, va passer quand même par le régulateur européen et la grande machine européenne. L'Angleterre peut toujours être aujourd'hui en train de faire le pari de la fin de l'Europe, mais la réalité c'est que si l'Europe ne se termine pas, eh bien, if you can't beat them, join them, comme disent les Anglais, eh bien, ils pourraient l'appliquer justement à leur propre cas. S'ils peuvent pas battre l'Europe, eh bien, ils rejoindront l'Europe, contraints et forcés, parce que l'allié américain n'a plus la même puissance. Là, c'est surtout l'argument militaire qui va prédominer. L'allié américain n'a plus la même puissance militaire pour partir à l'étranger, changer des régimes de pays. On a vu en Syrie comment c'est plus compliqué, comment les enjeux sont plus grands. Et puis, l'alliance aussi au niveau des services de renseignement, américano-britannique faiblit aussi par manque de budget. Ces deux pays-là doivent réduire drastiquement dans leur budget militaire. Au moment même où ils envisagent des aventures militaires les plus audacieuses de leur histoire, peut-être pour ne pas perdre le Moyen-Orient, comme la Syrie, l'Iran, eh bien c'est le moment où ils sont censés couper, mais de moitié dans leur budget militaire. Les Américains sont censés couper 500 milliards par année dans leur budget américain militaire de la défense. Et donc, les Anglais aussi n'ont pas le choix. Et ils ne peuvent plus déployer les mêmes forces militaristes à l'étranger, expansionnistes. On va voir ça dans un déclin aussi, je pense, au niveau de l'innovation, du dynamisme, de l'armement, etc., de l'arsenal. Il n'y a pas de miracle, c'est ça ou la faillite, donc ils vont devoir réduire à ce niveau-là. Ce qui fait que pour l'Angleterre, toute la logique qui a expliqué sa loyauté indéfectible jusqu'ici avec les États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale, tous ces arguments sont en train de tomber. Pareil pour le Japon. Le Japon est en train de voir ses intérêts avec les États-Unis se réduire au profit de ses intérêts avec la Chine qui ne sont que trop évidents puisque c'est son premier marché d'exportation. Et même l'Arabie Saoudite, qui est la clé, le pivot du système des pétrodollars, des dollars libellés des pétrole libellé en dollars, eh bien l'Arabie Saoudite voit aujourd'hui qui est son principal client pour son pétrole. Qui c'est qui est le premier client à acheter du pétrole, du brut saoudien? Ce n'est autre que la Chine. Et donc on va assister à un rapprochement inéluctable entre l'Arabie Saoudite et la Chine, quelque improbable qu'il soit, parce que c'est des raisons économiques qu'on ne peut pas ignorer. Lucien Valdès. Oui, vous avez cité le laboratoire européen d'anticipation politique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour les auditeurs qui, je pense, ne connaissent pas cette institution? Oui, alors c'est un groupe qui se veut un groupe d'experts, d'enquêteurs, de chroniqueurs qui couvre la géopolitique européenne et occidentale et mondiale en fait, mais d'abord européenne, et qui tente de s'inscrire dans l'anticipation. Ils sont basés à Paris, je crois, Franck Biancheri, mais les newsletters qu'ils produisent sont traduites dans plusieurs langues. Anglais, espagnol. Quand la newsletter sort, elle est présente dans plusieurs langues, au moins 4 langues différentes. Et puis, moi, je pense qu'ils sont particulièrement pro-européens. Donc, je pense qu'ils ont un biais pro-européen. Je ne nie pas que je suis sensible à leur thèse, mais leurs arguments sont extrêmement documentés. Si vous lisez leur newsletter, quand ils vous disent « Nous, on pense que l'Angleterre va se rapprocher de l'Europe »,
puisqu'ils l'ont dit aussi, hein. Il y a c'est documenté, c'est argumenté, il y a des articles, des documents qui sont attachés, hein, à la newsletter. Vous pouvez recourir à de très nombreuses sources, hein, pour les informations qu'ils donnent. Ils produisent des statistiques très intéressantes qu'on ne voit pas ailleurs. Je les comparais pas mal à la CNUSED, hein, sauf que c'est pas du tout un organisme gouvernemental ou quoi que ce soit, c'est simplement des experts indépendants qui ont un penchant, oui, pour la cause européenne, mais pas, ça ressort, c'est pas une lecture idéologique, je pense. Si vous lisez leur analyse, elle est très scientifique, très argumentée quand même. Alors, il nous reste un petit quart d'heure, Mireille Saki. On va être obligé de parler quand même un peu de la Suisse, de votre pays. Oui. On a vu le feuilleton, la grande attaque des États-Unis sur l'Europe, mais les Suisses, ils n'ont pas été épargnés. Il y a eu l'attaque du fisc américain contre l'UBS, qui a été aussi un moyen d'affaiblir la place financière suisse. On a vu ça un peu en France comme si c'était le gentil fisc américain qui venait récupérer son argent. Qu'en est-il exactement de ce qui s'est passé avec l'UBS? Et je rappelle que vous êtes l'auteur de UBS, les dessous d'un scandale, qui a été un livre à succès important. Voilà, important. Oui, c'était un livre qui avait vraiment montré le scandale de la manière dont UBS avait investi dans les subprimes jusqu'à la dernière minute, jusqu'à l'effondrement du marché, n'avait pas voulu écouter ceux qui l'avaient averti, avait figuré finalement parmi les 3 banques au monde, avec 2 banques américaines, qui avaient le plus investi dans le subprime au pire moment, et donc une débâcle tout à fait douloureuse et regrettable. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les États-Unis ont commencé à enquêter par rapport aux activités de l'UBS sur sol américain, dans l'aide à l'évasion fiscale de contribuables américains. Et il s'est très vite avéré, moi j'ai vu qu'en fait, malgré que beaucoup de Suisses dénonçaient les agissements de l'UBS sur sol américain, et il y avait ici beaucoup de bien-pensance et de condamnation de ces grandes banques comme l'UBS, là, de nos grandes banques qui ont ces agissements tout à fait critiquables, je me suis étonnée qu'il n'y ait pas eu un seul mot sur les banques américaines. Comment ça se fait que UBS, qui avait en tout et pour tout, on parle de 20 milliards de dollars d'avoirs américains non déclarés ou évadés, ce qui était toléré d'ailleurs par la loi suisse, hein, la soustraction fiscale n'étant pas du tout considérée de la même manière aux États-Unis qu'en Suisse, eh bien, comment ça se fait que tout d'un coup on s'attaque uniquement à une banque ou à une place financière, en fait, qui avait 20 milliards, alors que les contribuables américains évadent 1600 milliards de dollars dans le monde. C'est-à-dire qu'on parle de 1,5% des avoirs, ou 2,5% des avoirs évadés américains qui se trouvaient être en Suisse. Et les 98 autres pourcents, eh bien, il n'y a pas eu un seul mot. Et le sénateur démocrate Carl Levin, là, qui s'est occupé des enquêtes contre l'UBS, il n'a jamais dit un seul mot sur l'affaire de l'offshore américain. Alors là, qu'on sait très bien, parce que lui-même, jusqu'en 2007, il avait enquêté là-dessus, et on sait très bien que ça passe par des banques américaines comme Bank of America, ça va dans des îles offshore anglo-saxonnes, de droit anglo-saxon comme les Caïmans, et ça utilise des entités beaucoup, beaucoup plus hermétiques que le secret bancaire, et qui sont, bien sûr, les trusts internationaux. Alors, sachant que totalement une construction juridique anglo-saxonne à 100%, que la Suisse ne pratique pas donc. Hein. Sauf que le secret bancaire est resté dans le grand mythe mondial, hein, comme l'unique coupable de l'évasion fiscale, et notamment américaine. Or, on sait que l'argent des Américains, il est à 98% dans des trusts, l'argent évadé. Mais personne n'en a parlé, personne ne s'est attaqué à ça, et ça, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est une énigme. Enfin, c'est pas à peine. Enfin, vous voyez, j'ai quand même mes idées là-dessus. Mais il y a vraiment une guerre économique contre la Suisse, comme on est dans une période de guerre économique. Quand des pays font faillite, vous avez l'Occident faillite, eh bien pour que le plus fort là qui est en faillite puisse se maintenir, eh bien il y aura de la casse. Moi, je trouve que c'est très normal. Je sais pas, peut-être que vous et moi, si on était à la place des dirigeants américains, on ferait la même chose. Hein. Vous voyez, il y a une raison majeure qui est celle de maintenir les États-Unis au-dessus de la surface de l'eau, hein, de ne pas déclarer la faillite et de récupérer des avoirs non déclarés, d'assurer la popularité de l'administration en place.
Et donc, on s'attaque à la banque étrangère et on laisse complètement tranquille les banques locales, c'est-à-dire, dans ce cas, américaines. Sachant qu'il y a eu des moyens considérables qui ont été mis pour les agents du fisc. La CIA s'en est mêlée, il y a eu des enquêtes privées sur chaque représentant du BS. En France, on n'en est pas arrivé là, mais enfin, il y a eu un livre que Monsieur Payon, journaliste de La Croix, qui est le frère du ministre de l'Éducation, vient de faire un livre, et un peu dans le même genre, c'est-à-dire qu'il vient de nous raconter que l'UBS vient chercher l'argent de ces Français, alors que ça aussi, ça ne représente pas grand-chose. Exactement. De nouveau, Antoine Payon nous sort son pavé, là, truffé d'inexactitudes, dont j'ai parlé dans un éditorial de bilan d'ailleurs, où il nous raconte qu'en gros, l'UBS commet des actes de blanchiment d'argent à grande échelle, reçoit des potentats et des personnages hautement sulfureux dans sa branche d'UBS France, fait de l'évasion fiscale sans aucun scrupule, les démarches des plus grandes fortunes et les plus grandes personnalités douteuses au niveau mondial, et des Africains, etc., et ouvre des comptes à UBS France. Et en fait, quelle est sa source? Eh ben, c'est presque exclusivement les services secrets français. Oui. Et il a reçu des fichiers Excel. Les services secrets français l'ont pris par la main, l'ont amené littéralement au rendez-vous pour qu'il rencontre une dame soi-disant d'UBS Lausanne, qui on ne sait pas comment, hein, depuis UBS Lausanne, elle a toutes les informations sur UBS France, elle espionne en permanence UBS France, sa propre banque, et elle se met, elle, en danger. Elle met toute sa carrière et sa vie en danger pour venir dire à Monsieur Payon à quel point la banque où elle travaille est une banque sans scrupules, qui a des activités hyper douteuses, etc. Et il a accès à des informations dont aucun journaliste d'investigation n'a jamais rêvé, et on les lui donne comme ça, rôti dans la main. Je suis désolée, mais il y a vraiment un côté où on se dit il est instrumentalisé, parce que c'est tellement concentré uniquement sur UBS. Il donne des informations erronées sur l'UBS en disant que c'est la plus grande banque de gestion de fortune mondiale, alors qu'aujourd'hui c'est Bank of America. Il parle de la place financière suisse en donnant des chiffres inexacts, en disant que c'est les banques suisses qui ont le tiers des avoirs transfrontaliers mondiaux, alors que c'est pas les banques suisses, c'est toutes les banques basées en Suisse, dont les banques françaises qui ont d'énormes succursales ici. BNP Paribas Suisse est une des plus grandes banques en Suisse, des banques privées en Suisse, et donc finalement il omet énormément de chiffres. Moi j'ai essayé de rectifier un peu dans l'éditorial, je vous renvoie sur le site www.bilan.ch, l'éditorial sur UBS France, vous le trouverez tout de suite. Oui, on le mettra sur notre site. Beaucoup d'inexactitudes, et dans le fond UBS évadait, si c'est vrai ce qu'il dit, hein, mais même lui il le dit, UBS France évadait tout au plus 3% des avoirs non déclarés français. Et ceux qui sont responsables des autres 97%, eh bien pas un seul mot. C'est quand même bizarre, hein. Ouais. Les services secrets français ont laissé toutes les banques qui s'occupent des 97% des avoirs non déclarés français, qui les évadent à l'étranger, et se sont concentrés sur l'UBS. Excusez-moi. Ça pose pas des questions, ça? BNP Paribas n'a jamais eu des potentats ou des personnalités africaines, sachant l'histoire de la France en Afrique, etc. Non, on nous prend un peu pour des bœufs, là, je suis désolée. Moi, je l'ai lu attentivement, le livre. Je suis pas du tout, si vous voulez, une défenseuse du BS, puisque vous-même avez cité un livre très difficile contre l'UBS, qui m'en voulait énormément pour ce livre. Mais là, je suis désolée. C'est exactement la même manœuvre que les États-Unis, où on se concentre uniquement sur la banque étrangère. C'est chaque fois en période électorale. Et puis, on regarde pas devant sa porte, on balaye pas devant sa porte, alors que les plus grandes fortunes françaises ne sont autres que dans des paradis fiscaux anglo-saxons. Regardez l'affaire Wildenstein, il y a eu un livre écrit par maître Claude Dumont-Béguy sur la famille Wildenstein, une affaire qu'elle a traitée de très près, puisqu'elle a défendu l'héritière, l'épouse de Daniel Wildenstein, je crois, qui est décédé. Ouais. Et donc on a vu dans cette affaire comment une fortune d'un marchand d'art français milliardaire ne passe exclusivement que par des paradis fiscaux anglo-saxons et dans des trusts, des montages complexes de trusts internationaux avec des sociétés offshore sous-jacentes. C'est ça aujourd'hui le schéma d'évasion fiscale. Moi j'estime qu'il y a 13 500 milliards de dollars camouflés, je me base sur des chiffres partiels de Tax Justice Network, 13 500 milliards de dollars camouflés dans des trusts sous forme ou d'actifs en portefeuille, ou de bijoux, ou de haras de chevaux, d'immobilier, tout ce que vous voulez, actifs tangibles et non tangibles. Et tout ça n'est pas déclaré, n'est pas fiscalisé.
et c'est pour des générations et des générations verrouillé dans des trusts internationaux sur lesquels aucun État ne peut mettre la main. Il faut des moyens énormes pour débusquer qu'un tableau au port-franc de Genève ou de Londres ou de je sais pas où, ou de Singapour appartient en fait à tel trust qui est basé au Caïman ou à Guernsey, et puis réussir à obtenir des informations de Guernsey. Enfin, le monde de l'évasion fiscale est beaucoup plus complexe que M. Payon ne le décrit. C'est absurde. C'est un monde qui est extrêmement dépendant du droit anglo-américain, du trust et de la société offshore. Et depuis 20 ans maintenant, le monde de l'évasion fiscale repose là-dessus, mais personne n'a étudié ça parce que l'information filtre au compte-gouttes sur ce domaine des trusts. Même moi, j'ai essayé de m'inscrire à des séminaires à Londres qui parlent des dernières techniques de trust. On m'a dit non, madame, c'est pas ouvert à la presse. J'aurais dit c'est à combien? C'est à $3 000, je les paye. Ils m'ont dit non. Ne payez rien, ne venez pas, c'est tout. Parce que ça ne se partage pas, ces informations. Moi, j'avais ces informations parce qu'avant 2008, avant la traque des fiscaux, il y avait beaucoup de brochures qui circulaient où on démarchait ouvertement, on parlait ouvertement du rôle des trusts dans l'évasion fiscale. Mais maintenant, tout a été effacé, les brochures supprimées, les sites internet réécrits, et vous ne trouvez plus ces informations. Mais la réalité que Tax Justice Network, que je conseille, cette ONG londonienne extrêmement compétente, a très bien décrite, c'est que le Trust international, les sociétés offshore, ainsi que les sociétés du Delaware, les LLCs, les Limited Liability Companies américaines, sont aujourd'hui des véhicules hyper opaques et hyper efficaces pour l'évasion fiscale et aussi le blanchiment d'argent international, et que ce marché est plus florissant que jamais, puisque ces véhicules assurent une confidentialité et une opacité totale qui échappe à tous ces standards hypocrites de l'OCDE qui ne s'imposent qu'aux secrets bancaires suisses ou luxembourgeois ou autrichiens. Mais on est entièrement d'accord, mais je dirais même, est-ce que vous n'avez pas l'impression, parce que je pense que quelqu'un comme M. Payon sait très bien ce qu'il racontait dans son livre, et je ne pense pas qu'il ait de cette naïveté-là. Est-ce que c'est pas une attaque de la Suisse et de son indépendance vis-à-vis en fait du reste du monde financier? Absolument. La Suisse paye aujourd'hui le prix d'être restée isolée politiquement à une époque où plus aucun pays ne peut se permettre d'être seul, où la logique des blocs elle-même a fait que l'Union européenne s'est à un moment donné créée pour résister au bloc américain et au bloc asiatique, et donc qu'il est inconcevable qu'un pays aujourd'hui seul comme ça et sans grande armée, puissante armée ou arme nucléaire, puisse défendre des ressources telles que le marché offshore que la Suisse dominait, dont elle dominait une part. Je veux dire, elle n'avait pas les moyens ou les ressources pour défendre un secteur aussi stratégique. Regardez comment la Russie a défendu son secteur gazier et pétrolier. Il a fallu un Vladimir Poutine avec des méthodes extrêmement qu'on peut même qualifier de barbare, quand il a mis Khodorkovsky en prison. Regardez la Chine quand elle a mis la main sur les terres rares, sur l'acier. Regardez ce que les États-Unis font pour préserver les intérêts de Boeing, de leur pétrole, de leur sécurité nationale, de tous les secteurs importants pour eux. Les pays vont très très loin pour défendre leurs intérêts, mais la Suisse n'avait pas les armes pour défendre. Surtout que je pense... C'est un secteur trop lucratif pour qu'on le laisse à un pays petit, seul et politiquement faible. Et vous auriez pu rentrer dans l'Europe et on vous aurait laissé votre système bancaire tel qu'il existe au Luxembourg. Voilà. D'où les réticences jusqu'ici de la Suisse à rejoindre l'Europe, parce qu'il aurait fallu, la monnaie d'échange, ça aurait été de renoncer au secret bancaire et de devenir un deuxième Luxembourg, une deuxième Autriche ou que sais-je, ou le Liechtenstein. Mais l'intérêt que les banquiers avaient pour le secret bancaire était tel qu'ils ont toujours renoncé à même accéder au marché des services financiers européens à l'époque où ils auraient pu négocier cet accès. Et finalement, on se retrouve sans secret bancaire en dehors de l'Union européenne, avec les désavantages de l'Union européenne, puisqu'on a 98% des normes de l'Union européenne qui s'appliquent à nous aujourd'hui, sans le pouvoir décisionnel et sans le membership du club. Et donc, effectivement, le Luxembourg prospère aujourd'hui puisqu'il s'est reconverti en une place de fonds de placement très puissante, Et la Suisse n'arrive pas à rivaliser dans ce domaine, en tout cas dans le domaine des fonds de placement, et va devoir, elle a déjà reculé en fait dans les classements des places financières internationales depuis 2009 de manière assez rapide. Écoutez, merci à vous Mirette Saki. On va rappeler pour les auditeurs le titre de votre ouvrage, c'est La fin du dollar,
Comment le billet vert est devenu la plus grande bulle spéculative de l'histoire aux éditions Favre. Lucien Valdès, vous aviez un mot à rajouter? Oui, un mot à rajouter parce que Mireille Zaki, vous avez parlé d'une ONG tout à l'heure, d'une ONG dont vous dites dont vous anglaise, dites le plus grand bien. Est-ce que vous pouvez répéter peut-être plus distinctement pour qu'on puisse avoir accès? C'est Tax Justice Network. D'accord. TJN.com, je pense, ou org, je sais plus, mais TJN. Et puis, ils font l'indice de l'opacité financière mondiale dans lequel vous trouvez le Royaume-Uni et surtout les États-Unis et le Royaume-Uni dans les premières places, très largement. Et ils sont très, très crédibles et eux, ils calculent véritablement l'opacité financière et les structures de l'opacité fiscale et dans le blanchiment d'argent. Et c'est des gens, des anciens experts fiscaux qui se sont mis au service de cette ONG, qui sont très compétents. Alors, on avait bien évidemment des dizaines de questions à vous poser. Le temps presse. Nous renvoyons bien sûr à vos livres et notamment le dernier. Et puis on mettra aussi en ligne. Comme on a reçu Étienne Chouard, vous avez fait une conférence avec Étienne Chouard qui, je crois, est en train d'exploser tous les chiffres d'internet. Elle est même visionnée, oui, 400 000 fois, je crois. Et elle est en train d'être traduite. Enfin, les sous-titres en anglais sont en train d'être mis. Donc, je pense qu'elle va encore exploser ces chiffres. Et c'est une conférence extraordinaire que je conseille à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. On mettra tout ça sur le site. Mais écoute... Est-ce que je peux aussi référer les auditeurs à mon deuxième livre, Le secret bancaire est mort, vive l'évasion fiscale, pour tous ceux qui s'intéressent à comment le trust est devenu l'instrument clé, vraiment. C'est tellement peu connu, ce phénomène est pourtant tellement réel et en expansion. On mettra tout ça sur le site, sans problème. D'accord. Bonne soirée à vous, puis merci. Bonne soirée. Ravi, merci beaucoup.